Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais continuer avec vous la correction du sujet de Polytechnique et de l'ENS en filière PSI 2024. Donc on était sur le mouvement de la goutte autour de l'aiguille. J'ai déjà fait 2 vidéos pour le début du sujet, pour ceux qui arriveraient directement sur cette vidéo. Et donc là cette fois-ci on va rajouter des frottements de l'air. Et donc on nous dit que du fait des frottements de l'air de la goutte, celle-ci finit par s'écraser sur l'aiguille au bout de plusieurs dizaines de secondes. Pour simplifier, on suppose que la trajectoire de la goutte reste quasi circulaire et on a 2 possibilités de force de frottement, soit une force proportionnelle à la vitesse, soit une proportionnelle à la vitesse au carré. On me donne la viscosité de l'air et la masse volumique de l'air, donc je vais avoir besoin ici dans cette partie des données de l'énoncé, donc je vais récupérer surtout ce qui m'intéresse ici, viscosité et masse volumique de l'eau, on va avoir besoin de ça. Voilà. Donc je vais les mettre ici, si j'en ai besoin tout à l'heure. Et j'ai remis ici le fait qu'ils nous disent dans l'énoncé au départ que dans la goutte d'eau est de rayon 2 mm et qu'elle met environ 3 secondes à faire un tour autour de l'aiguille pour une distance de l'ordre du centimètre. Donc on me demande dans un premier temps de rappeler la définition et l'interprétation du nombre de Reynolds. Donc le nombre de Reynolds, il est déterminé par le rapport entre 2 grandeurs de même dimension. Et ici, il est déterminé par le temps caractéristique de la diffusion de la quantité de mouvement sur le temps caractéristique de la convection dans le milieu. Et donc le temps caractéristique de la diffusion, c'est L sur nu, où nu et la viscosité cinématique. L, c'est une longueur caractéristique, et le temps caractéristique de la convection, c'est L carré sur nu, pardon, pour le temps caractéristique de la diffusion. Un coefficient de diffusion, c'est en mètres carrés seconde moins 1. Et pour la convection, c'est donc L sur la vitesse caractéristique de convection. Et on a que la viscosité dynamique, état, c'est égal à la masse volumique du fluide fois, donc ici c'est ρ de l'air fois nu. Là, cette fois-ci, c'est la viscosité dynamique. Et donc, on obtient, en faisant le calcul, que le nombre de Reynolds, il est égal à L carré, nu c'est état sur ρ, donc ρ remonte, il reste état, divisé par L sur V, ou encore ρ L V sur état, et donc c'est un nombre sans dimension qui permet de caractériser l'écoulement, ici. Et donc, on sait que pour l'interprétation du Reynolds, quand le Reynolds est petit, on a un écoulement laminaire. Évidemment, tout est donné par l'expérience. Le petit, c'est de l'ordre de l'unité, ici. Et si le Reynolds est grand, et souvent on retient supérieur à 2000, eh bien l'écoulement sera dit turbulent. Donc ça, c'est la définition avec les temps caractéristiques de la diffusion de la quantité de mouvement et de la convection. Peut-être que certains l'ont vu dans l'équation de Navier-Stokes. Une autre manière de l'introduire, on a ρ fois la dérivée particulière de la vitesse est égale à moins gradient de P plus état laplacien de V, la force de viscosité, plus d'autres forces volumiques, éventuellement. Et la dérivée particulière de la vitesse, ça peut s'écrire comme l'accélération locale plus l'accélération convective. Donc ça, c'est l'équation de Navier-Stokes. Et le nombre de Reynolds, il peut quantifier l'effet de l'accélération convective. Donc ρ fois V scalaire grade de V fois V divisé par état laplacien de V, en ordre de grandeur évidemment. Et donc, si je passe en ordre de grandeur, en dimension, je vais obtenir ρA fois V scalaire grade de V, ça va me faire un V carré sur L. Un gradient, c'est une dérivée par une dérivée spatiale. Et le
laplacien, ça va me faire une vitesse divisée par une longueur au carré. C'est une dérivée seconde de la vitesse par rapport également à l'espace. Et donc, je retrouve le fait que ça me fait ρA VL sur état. Et donc, selon la valeur du nombre de Reynolds, je peux éliminer soit l'accélération convective, soit le terme de la force visqueuse. Voilà les deux cas dans lesquels on peut rencontrer ce nombre de Reynolds. Donc on me demande de faire un calcul d'ordre de grandeur, ici. Donc je vais avoir besoin justement de cette pseudo-période ici qui est de l'ordre de 3 secondes pour un rayon de l'ordre du centimètre, ce qui me fait que la vitesse initiale elle est de l'ordre de 2pi R0 sur la pseudo-période. Donc 2pi fois 10-2 divisé par 3. Donc 2pi, c'est à peu près 6. Donc ça me fait de l'ordre de 2, 10-2 mètres par seconde. Voilà. L, c'est de l'ordre du rayon de la bille. Donc c'est 2 fois 10-3 mètres. On parle de 2 mm. Ici, état, c'est environ... C'est 1,8 10-5. Donc on va prendre environ 2 10-5. Simplifié. Et puis, ρ, c'est 1,2 kg par mètre cube. Donc, on va prendre 1 environ kg par mètre cube. Et donc, je peux en déduire le nombre de Reynolds, qui va être à peu près égal ici à 1, ρ, fois V, 2 10-2, fois L, 2 10-3, divisé par 2 10-5. Ce qui me fait quelque chose de l'ordre de 2, donc le Reynolds est de l'ordre de l'unité. Donc l'écoulement est laminaire. Et donc la force que je retiens, c'est moins K1 fois V. Ici. Alors ensuite, on me dit qu'on réalise l'approximation suivante, que la trajectoire est considérée localement circulaire, c'est-à-dire que sur un tour, le rayon est constant. On déduire que V est une constante et donner son expression en fonction de Q, lambda, epsilon 0 et M. Bon, ça, j'ai l'impression que c'est exactement la question de la partie précédente. Donc, vu en partie précédente, avec un rayon constant, on a montré que la vitesse était constante et qu'elle valait la racine. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper, je vais aller rechercher la valeur qu'on avait obtenue. De moins Q lambda sur 2pi m epsilon 0. Voilà, je ne vais pas refaire la même démonstration. C'est évidemment le même raisonnement, si ce n'est que le rayon, en fait, il est lentement variable, il n'est pas vraiment constant. Donc on nous dit que la goutte tend quand même à s'écraser sur l'aiguille à cause de la force de frottement. Donc on nous demande de calculer la puissance instantanée cédée par cette force à la goutte d'eau. Et puis, par un bilan d'énergie mécanique, montrer que le rayon de la trajectoire vérifie une équation différentielle. Donc la puissance de la force de frottement, c'est tout simplement la force de frottement scalaire V. Donc ça fait moins K1 V scalaire V. Donc ça fait moins K1 V carré. Et donc je peux remplacer ici par le V que j'ai avant. Donc ça va faire K1 Q lambda sur 2pi m epsilon 0. Avec lambda négatif, c'est bien négatif. Et puis ensuite, j'applique un théorème de la puissance mécanique dans le référentiel galiléen. Ce théorème de la puissance mécanique, il me dit que la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps est égale tout simplement à la puissance, à la somme des puissances des forces non conservatives. Donc ici, directement à la puissance que je viens de calculer. Or, EM, c'est EC plus EP. C'est donc égal à 1 demi de mv carré plus EP. On avait dit que c'était Q fois V. Q fois V. Et V, on avait obtenu une constante. Moins Q. Alors, je vais reprendre également ce qu'on avait trouvé pour ne pas me tromper. Moi, c'est pas forcément facile de feuilleter. Donc, c'était moins lambda sur 2pi epsilon 0 ln de R. Donc, moins Q lambda
sur 2pi epsilon 0 ln de r plus une constante qui va partir à la dérivation. Donc dem sur dt, bah, je dérive. La dérivée de mv carré, ça fait mv dv sur dt. Et la dérivée de ln de r, ça va me faire moins q lambda sur 2pi epsilon 0 fois u' sur u. Donc le r va retomber au dénominateur et dr sur dt. Or, on me dit que la vitesse, en fait, est constante. Ici, c'est important. V est une constante. Donc, comme on dit que V est une constante, ce terme s'annule. Et il me reste que dm sur dt est égal à moins q lambda sur 2pi epsilon 0 r dr sur dt. Et donc, dans le théorème de la puissance mécanique, j'obtiens que moins q lambda sur 2pi epsilon 0 r dr sur dt égale, du coup, la puissance de la force F, qui est K1 Q lambda sur 2pi m epsilon 0. Je vais pouvoir simplifier mes 2pi epsilon 0, mes charges et mes lambda. Il me reste tout simplement, attention à ne pas oublier le R qui est le dénominateur, que dr sur dt est égal à moins K1 sur m fois R. Voilà. Et donc, on me demandait d'écrire que dr sur dt égale moins R sur tau. On a bien obtenu moins R sur tau, et donc tau est égal à m sur K1, ici, et donc m divisé par K1 qui valait 6pi eta R. Donc on va le calculer, ce taux, on en aura besoin dans la suite. Donc on va essayer d'en faire une application numérique. Encore une fois, on est sans calculatrice ici, donc on essaye de faire attention. Donc la masse, c'est la masse volumique de l'eau fois 4 tiers de pi fois le rayon au cube, divisé par 6pi eta R. Donc j'ai un rayon qui se simplifie, et donc ça me fait le 4, je peux diviser par 2, ça fait 3, ça fait 9. Donc ρ, les pi se simplifient, le rayon se simplifie. Il me reste 4, j'ai dit que j'en avais 1, ça fait 2, 4 sixièmes, ça fait 2 tiers, donc 2 neuvièmes finalement avec le 1 tiers qui reste. Donc ρ fois donc 2 ρ r carré sur 9 état, ici. Et donc l'application numérique, ça fait donc 2 fois 10 puissance 3 fois, le rayon et c'est 2 10 moins 3, donc je le mets au carré, ça fait 4 10 moins 6, divisé par 9 fois 1,8 fois 10 moins 5. 9 fois 1,8, on va calculer 9 fois 18, 8 fois 9, 72, ça fait 112. Attendez, je crois que je raconte n'importe quoi. 9 fois 8, 72. Voilà. 9 fois 8, 72, je retiens 7. Ça fait 162. 9 fois 20, 180. Ok, c'est ça, ça fait 162. Donc 9 fois 1,8, ça fait 16,2. Donc ça fait 8, 10, 3, 10 moins 6, divisé par 16, 10 moins 5. Voilà, c'est pas mal. Donc ça me fait 8 sur 16, ça fait un demi. 10, 3, ça fait 10 moins 3, fois 10, 5, divisé par 2. Donc ça me fait 100 divisé par 2, ça fait 50. Voilà. J'ai un taux de 50 secondes environ, ici, et ça j'en aurai besoin dans la suite. En déduire la loi d'évolution R de T, évaluer la durée de chute de la goutte. Ici, bon bah là on a une équation différentielle très simple d'ordre 1. Ça, je pense que vous savez tous la résoudre. C'est parti. Donc c'est la question 11. On a donc que dr sur dt plus 1 sur tau r égale 0. Donc r est égal à k exponentielle moins t sur tau. Et r de 0, c'est égal à r0. Donc j'en déduis que r de t est égal à r0 exponentielle moins t sur tau. Et donc on me demande d'évaluer la durée de la chute de la goutte. Bah, on a la goutte
finit de chuter pour petit r égale à grand R, forcément. C'est le rayon de la goutte d'eau. Donc j'obtiens que R égale R0 exponentielle moins temps de chute sur taux. Donc j'obtiens que grand R sur R0, ou plutôt R0 sur grand R égale exponentielle de temps de chute sur taux. Et donc j'obtiens que le temps de chute est égal à taux ln de R0 sur R. Et donc en application numérique, j'obtiens que le temps de chute est égal à 50 fois ln de R0, on avait dit que c'était 10-2, divisé par 2 fois 10-3. Et voilà, ça fait 50 fois ln de 5. Et là, il ne nous donne pas de valeur numérique de ln de 5. Donc, ln de 5, ça fait 1,6. Et donc ça va nous faire 80 secondes de temps de chute. C'est bien en accord avec l'énoncé qui nous disait quelques dizaines de secondes. Enfin, on me demande de calculer la variation relative du rayon au début de la trajectoire et au bout d'un tour. Bon, bah ça c'est pareil, c'est pas non plus très compliqué. Cette partie était assez abordable. Hein. Au bout d'un tour, on a que R de TP est égal à R0 exponentielle de moins TP sur taux. Et donc on veut calculer R de TP, R0 si on veut quelque chose de positif, R0 moins R de TP sur R0, c'est donc égal à R0 facteur de 1 moins exponentielle de moins TP sur taux, divisé par R0, c'est donc égal à 1 moins exponentielle de moins TP sur taux, donc 1 moins exponentielle de moins 3 sur 50, ici. Voilà, bah je vais faire le calcul à la calculatrice, hein, parce que là, clairement, du exponentiel de moins 3 sur 50, je ne peux pas calculer ça de tête. Moins exponentielle, pardon, j'ai fait une erreur dans mon calcul. Et ça fait 0,06, donc 6% d'écart au bout d'un tour. Donc ce qui semble non négligeable comme diminution. Voilà, c'est petit, 6%, mais malgré tout, c'est quand même observable. Au bout de quelques tours, ça va vraiment diminuer le rayon. Et enfin, on examine dans cette question la faisabilité de cette expérience sur Terre. Dans le cas du mouvement circulaire, comparer en norme la force exercée par l'aiguille sur la goutte au poids que subirait la goutte sur Terre. Donc ici, on a que le poids de la goutte, c'est m fois g. Donc c'est ρ fois 4 tiers de pi r cube fois g. Et la force de frottement, en norme, c'est K1 fois V. Et donc pour le premier tour, ça fait K1 fois tout simplement 2 pi R0 sur TP. Et donc je peux calculer la force de frottement sur P. Ça fait donc K1 fois 2 pi R0 sur TP. En fait, je vais laisser M, puisque j'ai déjà calculé K sur M. Ça me semble plus logique de laisser M ici. Donc ça me fait K1 fois 2 pi R0 sur TP, divisé par MG. K1 sur M, c'est 1 sur taux. Donc c'est 1 sur 50. Donc ça fait 1 sur taux fois 2 pi R0 sur G fois TP. Donc ça fait 1 sur 50 fois 2 pi fois 10 moins 2, divisé par 30 du coup. Je vais mettre 3 fois 10, puisque pi c'est à peu près 3. Ça permet de faire le calcul de tête. Donc ça me fait 2 fois 10 puissance moins 2 divisé par 500. Donc je vais multiplier par 10, ça fait 20 sur 5.
J'ai multiplié par 10, donc il faut que je redivise par 10. 10 moins 3, divisé par 10 moins 2. 10 puissance 2, pardon. Attention, je suis en train de faire des bêtises. Donc 20 sur 5, ça fait 4. Donc ça fait 4, 10 moins 5 ici. Donc c'est clairement très petit devant 1. Donc c'est non réalisable sur Terre. Car le poids écraserait le poids serait beaucoup plus grand que F. Donc voilà pour cette troisième partie du sujet, également très intéressante, assez abordable pour un sujet XENS. Donc j'espère que la correction vous a plu et s'il y a des questions, surtout mettez-les en commentaire.